Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 15h dont voici les faits saillants. Une nouvelle séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh où plusieurs questions ont été examinées. Autre titre dans cette édition, lancement à Tajoura des projets d'adaptation et de résilience contre les changements climatiques. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la deuxième séance du Conseil des ministres où plusieurs textes ont été examinés. Ainsi, le Conseil a examiné et approuvé les budgets prévisionnels de la radio-télévision de Djibouti et de l'imprimerie nationale. Ces deux textes ont été soumis par le ministre de tutelle, autrement dit, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Le budget prévisionnel de la radio-télévision pour l'année s'élève en produits et en charge à quelque 1,9 milliard de nos francs. Celui de l'imprimerie nationale à quelque 308 millions de nos francs. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement. Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, chef de l'État, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 13 janvier 2015. Étaient inscrits à l'ordre du jour 3 questions. La première question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2015. La RTD a été transformée en établissement public administratif à caractère commercial et à but culturel par la loi du 17 mai 1999. Les objectifs visés par cette transformation étaient nombreux et entre autres l'amélioration du contenu des programmes de diffusion, en renforçant notamment la production nationale afin de marquer la spécificité djiboutienne et de participer de manière générale à la promotion du développement économique et social préconisé par le gouvernement. Aujourd'hui, le lancement de nouvelles chaînes est un point essentiel dans l'exercice 2015. Avec l'adoption de la TNT, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires. Il s'agit de Télé Djibouti 1, chaîne internationale Djibouti 2, chaîne Somalie Djibouti 3, chaîne Afar et d'autres programmes encore. La réorganisation structurelle de la RTD répond à ce nouveau contexte. Le budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2015 en produits et en charges s'équilibre à hauteur de 1 milliard 900 540 844 francs Djibouti. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2015 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Ce budget prévisionnel de l'imprimerie nationale s'équilibre en produits à hauteur de 308 850 000 francs Djibouti et en charge à 307 455 765 francs Djibouti, soit un résultat excédentaire de 1 394 235 francs Djibouti. Les mêmes dotations de 2014 ont été reconduites pour tous les postes de charge. Certains postes ont subi des augmentations, notamment pour prévoir le renforcement de la maintenance, l'acquisition de pièces de rechange pour les machines d'impression et le paiement des avancements du personnel. Le Conseil des ministres a également reconduit dans ses fonctions le Dr Jama' Mohamed Hassan en qualité de président de l'Université de Djibouti. Il a en outre confirmé dans leur poste 12 responsables du ministère de la Santé, alors que 7 autres hauts cadres ont été nommés et se sont vus confier d'autres postes de responsabilité. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait un compte rendu de sa dernière mission effectuée à Mogadiscio. Écoutons encore une fois les explications du ministre. La question est relative à un projet de décret portant confirmation et nomination des responsables au ministère de la Santé. Une étude de la performance managériale de la sphère décisionnelle a permis de proposer le présent schéma des attributions des postes en fonction des compétences et expériences acquises en capacité de gestion et direction des postes. C'est en tenant compte de l'ensemble de ces paramètres que les nominations et les confirmations suivantes sont proposées. M. Ali Sillaï Abdallah, qui était secrétaire général donc par intérim, est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général. Mme Mouna Ousmane Hassan, qui était directrice par intérim des ressources humaines et financières, est confirmée dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et financières. Dr Hussein Youssouf Darar,
directeur par intérim de l'Institut national de la santé publique de Djibouti, est confirmé donc dans ses fonctions de directeur général de l'Institut national de santé publique. M. Abdurrahman Mohamed Aboubakar, qui était lui en service au ministère de la Santé, toujours directeur par intérim de l'unité de gestion des projets, est confirmé dans ses fonctions de directeur dans cette même unité. Madame Ne'ma Moussa Ali, directrice par intérim de la santé mère et enfant, est confirmée dans ses fonctions donc au même poste. Docteur Hassan Abdurrahman Ilmi, directeur par intérim de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, est lui aussi confirmé dans ses fonctions de directeur au même poste. Docteur Madian Mohamed Saïd, médecin colonel détaché auprès du ministère de la Santé, directeur par intérim de l'hôpital de Balbala, est confirmé et dans ses fonctions actuelles. Monsieur Jama Ilmi Yabe, directeur général par intérim de l'hôpital général Pelletier, est confirmé dans ses fonctions au même poste. Madame Zahra Moussa Bour, directrice par intérim de l'hôpital Dar el-Hannan, est confirmée dans ses fonctions actuelles. Madame Mounira Ali Ahmed, directrice par intérim du Centre national de référence en santé de la reproduction Husseina, est confirmée dans ses fonctions de directrice du Centre national de référence en santé de la reproduction Husseina. Monsieur Moussa Brour Hassan, directeur par intérim de l'hôpital de pneumophysiologie Dr Shakib Saad Omar, est confirmé dans ses fonctions au poste qu'il occupe actuellement. Monsieur Mahad Ibrahim Hassan, directeur par intérim des études, planification et de la coopération internationale, est confirmé dans ses fonctions de directeur des études, donc dans ses fonctions actuelles. Les fonctionnaires dont les noms suivent, qui sont toujours en service au ministère de la Santé, sont nommés dans les différents postes de responsabilité comme suit. Dr Saïd Abdallah Guélé, médecin détaché auprès du ministère de la Santé, est nommé directeur par intérim du Centre de prévention et d'éducation Younous Toussaint. Dr Ibrahim Mohamed Ibrahim, précédemment inspecteur de l'IGSS, est nommé directeur par intérim du pôle veille sanitaire de l'Institut national de santé publique de Djibouti. Madame Mouna Ousmane Aden, précédemment secrétaire exécutive de CTILSPT, est nommée conseillère technique du ministère de la Santé en remplacement numérique de Madame Bahia Mohamed Ahmed, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Abdallah Ahmed Hadé, technicien de santé de classe exceptionnelle du corps de la santé publique en service au ministère de la Santé, précédemment coordinateur du programme élargi de vaccination, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Monsieur Ali Hussein Guedi, technicien supérieur de santé du corps de la santé publique en service au ministère de la Santé, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Madame Bahia Mohamed Ahmed, précédemment conseillère technique auprès du ministre de la Santé, est nommée secrétaire exécutif du CTIL-SPT en remplacement numérique de Madame Mouna Ousmane Aden, appelée à d'autres fonctions. Madame Deqa Oubakar Hadi, du corps de l'administration générale en service au ministère de la Santé, précédemment directrice des régions sanitaires, est nommée directrice de la promotion de la santé. Monsieur Hussein Mohamed Hussein, du corps de l'administration générale en service au ministère de la Santé, est nommé directeur par intérim des régions sanitaires. La quatrième question concerne un projet de décret portant à la reconduction pour un deuxième mandat de 3 ans du docteur Jama Mohamed Hassan, président de l'Université de Djibouti. En fin de séance, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication au Conseil sur sa participation à Mogadiscio du 9 au 10 janvier 2015, participation à la 53e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD. Merci. Je vous le disais en titre, un appui aux populations des régions côtières contre les changements climatiques. C'est dans ce sens que le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a présidé hier dans la salle de réunion de la préfecture de Tajoura, visant à soutenir les populations des zones côtières des conséquences néfastes du changement climatique. Ce projet dit l'adaptation et de résilience s'insère dans le cadre du programme Prodermo. L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités des communautés en vue de relever les défis environnementaux et socio-économiques dans la zone côtière de Tajoura. Une zone très éprouvée par les aléas climatiques, la population souffre beaucoup des effets néfastes du changement climatique avec une sécheresse récurrente, le problème de soif et parfois des inondations provoquées par des rares pluies qui, si une fois elles tombent, le sont de manière drue,
causant beaucoup de dommages. Ce projet est financé à hauteur de 7 360 000 $ par le Fonds mondial de l'environnement sera exécuté sur 2 sites à Hanlé dans la région de Dikil et la zone côtière de Tajoura. Plusieurs activités sont prévues à Tajoura, notamment la construction d'une digue de protection de la ville et la réalisation de 4 forages d'eau à Adbouya, Marsaki, Kalaf et Darkanlé. Des périmètres agricoles seront créés en 3 endroits et les mangroves seront mieux protégés et réhabilités. Des moyens de subsistance durables seront tels que l'apiculture, l'aviculture seront réintroduits. Enfin, l'artisanat local sera également soutenu. Les responsables du ministère de l'Environnement, dont le secrétaire général Dine Omar, le préfet de Tajoura, Abdelmalik Mohamed Bonouita, et le président du conseil, ainsi que les parlementaires et les représentants des communautés bénéficiaires ont participé à la réunion. Les responsables locaux ont remercié le ministre et ont promis de se mobiliser et de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a indiqué que ce projet est une réponse du gouvernement avec le soutien des partenaires face aux défis de changement climatique qui sont palpables, surtout dans les zones côtières. Et il a profité du lancement du projet régional pour la mise en œuvre des techniques à adapter aux écosystèmes fragiles dans la zone côtière de Tajoura. Nous l'écoutons. La présence ici témoigne l'importance que vous accordez à ce programme et souligne également vos engagements soutenus pour le renforcement des capacités des communautés en vue de relever au quotidien les défis environnementaux et socio-économiques dans cette région combien éprouvée par les aléas climatiques. En effet, les populations de région souffrent cruellement des effets néfastes du changement climatique tels que la sécheresse, la soif, l'inondation et d'autres cortèges qui suivent ce phénomène de changement climatique. Aussi, les différents fleuves qui traversent cette ville causent souvent des dégâts matériels importants et menacent même les vies humaines. Après la fin de la réunion, nous avons recueilli les réactions du secrétaire général Dine Abdallah Omar sur la réalisation des projets en cours et leurs impacts attendus sur la population et l'environnement. Nous les écoutons. Plusieurs composantes. Dans la première composante, nous allons essayer de protéger la ville de Tajoura contre les inondations. Dans ce cadre, nous allons d'abord construire une digue dans l'oued Marsaki. Nous allons aussi faire des retenues, des micro-barrages dans les oueds qui souvent inondent la ville de Tajoura. Nous allons mettre en place 4 forages. Dans la région de Adbouya, un forage. Dans la région de Tajoura, dans l'oued Marsaki, un 2e forage. Dans la région de Kalaf, un 3e forage. Et dans la région de Sagalou, un 4e forage. On fait ce forage pour pouvoir mettre en place des périmètres agro-pastoraux. Le mode d'élevage extensif pratiqué par la population n'est plus viable. Donc on préfère sédentariser les populations et associer l'agriculture et l'élevage à mettre en place des périmètres agro-pastoraux. Nous allons aussi procéder dans la zone côtière de Tajoura au reboisement en utilisant les espèces locales. Enfin, il y aura des activités génératrices de revenus. Il y a une coopération entre notre projet et le projet de Podermo, parce que même si on semble intervenir dans la même zone, nous ne faisons pas la même chose. Même si on pratique, parfois on peut faire les mêmes activités, mais on ne le fait pas dans les mêmes zones. Si je vous cite un exemple, par exemple, si Podermo a prévu de faire un forage dans une localité, nous n'allons pas faire un forage à côté. Donc on se concerte sur le choix des forages, sur le choix des sites agro-pastoraux. Et donc il y a une bonne coordination qui est en place. Les gendarmes mettent la main sur les produits d'un vol. Les gendarmes en faction au poste du carrefour de PK13 ont mis la main samedi dernier sur les produits d'un vol. Ils ont découvert dans le coffre arrière d'un taxi 31 filtres à gasoil dissimulés dans des sacs. Interrogés sur la provenance de ces matériels, les 2 passagers ont avoué que les filtres à gasoil appartiennent à la société chinoise CCEC à Nagal dont ils sont employés. Ces 2 employés reconnaissent sans réticence avoir dérobé ces 31 filtres à gasoil
leur employeur et qu'ils avaient l'intention de les écouler au marché noir au PK12. L'enquête est en cours à la brigade de la sécurité routière du PK12 et les personnes impliquées dans cette affaire seront transférées au parquet. Actualité internationale à présent, en France, la menace terroriste s'est toujours prise au sérieux. L'armée est montée au front où 10 000 militaires ont été déployés dans le centre névralgique et d'autres lieux de rassemblement. Selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le nombre de militaires déployés sur les territoires français dépasse désormais ceux déployés sur les théâtres d'opérations extérieures en Afrique et au Moyen-Orient. Hamza Mohamed. Est mobilisé en renfort pour assurer la sécurité en France. Après la vague d'attentats de ces derniers jours, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé ce lundi le déploiement d'un total de 10 000 militaires d'ici ce mercredi. Cela constitue un record, c'est le double des effectifs mobilisés ce dimanche. Le président de la République a demandé aux forces armées de participer à la sécurité des points sensibles du territoire en raison de l'ampleur de menaces qui existent sur notre pays, a expliqué Jean-Yves Le Drian. Cela s'inscrit en grande partie dans le cadre du plan Vergipirate, toujours maintenu à son niveau maximal en Île-de-France. Ces 10 000 soldats s'ajoutent aux milliers de policiers et CRS déjà sur le terrain pour sécuriser les lieux publics. Le ministère de la Défense a souligné qu'il y aurait plus de militaires déployés sur le territoire que sur les théâtres d'opérations extérieures en Afrique et au Moyen-Orient. Et justement, la menace terroriste n'épargne pas non plus les États-Unis où des données informatiques du centre de commandement américain en Afrique et au Moyen-Orient ont été piratées par des hackers liés aux cellules djihadistes. Le centre de commandement américain a minimisé l'ampleur de l'attaque électronique ou cyberattaque, mais des noms des généraux américains et leurs lieux de résidence ont été donnés et des informations jugées sensibles sur des programmes militaires ont été divulguées. Hamza Mohamed, encore une fois. Attaques terroristes contre la France, le Canada ou encore l'Australie, le Pentagone n'a pas relevé le niveau de sécurité des États-Unis, déjà conséquent depuis les attaques contre le World Trade Center, comme le confirme l'ancien coordinateur pour l'antiterrorisme Daniel Benjamin. On peut s'attendre à de nouvelles tentatives et peut-être même à des attaques terroristes réussies aux États-Unis. Je pense néanmoins que notre renseignement et nos mesures de sécurité sont bien meilleures que lors du 11 septembre. Pourtant, Washington est une cible réelle, comme l'explique Daniel Beeman. Il y a un grand nombre de choses associées aux États-Unis, le soutien américain à Israël, l'intervention en Irak et en Syrie. Les États-Unis sont certainement en tête de liste des cibles potentielles, mais il y en a d'autres, précise l'analyste de Brookings Institution. Les Américains ont tendance à penser que l'Occident est la cible des terroristes djihadistes et que les États-Unis ont été épargnés jusqu'à là. Mais les Américains craignent que cela ne dure pas. Et voilà, c'est tout pour ces 15 heures. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Télé Djibouti.